Mon métier est génial. T'as tout à faire dans une librairie généraliste. Si t'aimes la littérature, il y a de la littérature. Si t'aimes les arts, si t'aimes les sciences. Donc ça, c'est absolument super. Créer sa propre librairie, un rêve fréquent aujourd'hui. Racheter une ancienne librairie, beaucoup moins sexy. Et pourtant, ne faut-il pas assurer l'avenir de toutes celles qui sont nées ces dernières années et dont les propriétaires, bientôt à la retraite, ne pourront plus s'occuper ? Que faire de ce baby-boom de librairies ? À qui les transmettre et dans quelles conditions ? C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez Les Voix du Livre, un podcast conçu en partenariat avec les éditions Duno. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, direction Marseille. On grimpe les ruelles de la colline Vauban pour rencontrer Mélanie et Elisabeth, fondatrices de Mazette, une librairie aussi joyeuse que l'annonce ce petit nom. À la fin de l'épisode, les journalistes de Livre Hebdo se réunissent autour de livres, enquêtes, témoignages, poésie militante qui ont pour point commun d'être inflammables. Attention, danger. Avant cela, Swen Léger, journaliste à Livre Hebdo, nous parle d'une problématique ancienne mais qui devient cruciale aujourd'hui, la reprise des librairies indépendantes. Les voix du livre en ouverture. Alors c'est en discutant avec Cécilia Lacour qu'on a eu l'idée de la transmission, donc à la fois en librairie et dans l'édition. De mon côté, je me suis intéressée uniquement au cas des librairies et pour elle, la question de la transmission est très ancienne évidemment, mais elle devient encore plus cruciale aujourd'hui. D'abord pour des raisons démographiques, comme pour tous les commerces indépendants dont on estime qu'un quart environ seront à céder dans les 10 prochaines années. Et puis cette question de la transmission des librairies, elle va continuer à se poser avec force dans les prochaines années, voire décennies, puisqu'au moment du Covid, il y a eu un engouement pour le métier de libraire et une vague de création. C'est un phénomène qu'on a bien documenté à Livre Hebdo, avec comme ça une aura autour de la librairie qui a attiré beaucoup de personnes en reconversion, en quête de sens dans leur métier. Et donc, en 2021 par exemple, on a eu 140 créations de librairies, puis 142 en 2022, qui a donc établi un nouveau record, puisqu'on est sur un rythme de création doublé par rapport aux années antérieures. Donc dans certaines zones maintenant, on frôle un peu la saturation. Mais alors le problème, c'est que si créer une librairie, c'est quelque chose qui est de plus en plus séduisant, reprendre une librairie, ça fait beaucoup moins envie. D'ailleurs, j'ai interrogé Olivier Pénanéard, qui est chargé de mission économie à l'agence du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il m'a donné des chiffres très parlants par rapport aux demandes qu'il reçoit sur son bureau de la part des personnes qui justement veulent devenir libraires. Oui, on observe effectivement dans les dossiers qu'on peut recevoir en ce moment, que ce soit en PACA ou auprès de toutes les agences du livre, évidemment du territoire, et elles sont nombreuses. On se rend compte qu'il y a une hausse très forte des créations qui est apparue de façon plus conséquente pendant la période Covid, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 90% des dossiers qui correspondent à des créations, 10% à des reprises. Et c'est vrai que nous, sur nos territoires, on commence à avoir des territoires assez chargés, avec peu de zones blanches. C'est vrai que la reprise est prioritaire, mais on a toujours cette difficulté à faire coïncider en fait les porteurs de projets et leur calendrier avec le calendrier des cédants et les calendriers potentiels d'une reprise et d'une transmission. Donc en effet, je rappelle le chiffre, 90% de création contre 10% de reprise seulement. On voit bien ici que la tendance est vraiment à la création. Du côté des propriétaires, c'est pas toujours très simple non plus de se mettre dans une position de cession. Parce qu'en fait, il s'agit en quelque sorte de lâcher son bébé. C'est une expression que beaucoup de propriétaires de librairies utilisent. Pour eux, il y a 3 options principales. La première, c'est que le bébé reste en famille. Ça arrive encore, on a la librairie Martel à Amiens ou les librairies Charlemagne, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast. La deuxième option, c'est la transmission à un ou plusieurs salariés. C'est peut-être d'ailleurs la solution la plus efficace pour que la librairie reste entre les mains d'une personne formée. Le problème, c'est que depuis quelques années, on assiste à une crise de vocation chez les salariés de librairie. Alors, il y a plusieurs raisons assez évidentes qui expliquent ça. Être gérant de librairie, c'est avoir de gros volumes horaires, une implication très forte et une rémunération qui parfois ne dépasse pas le SMIC. En tout cas, on ne gagne pas des 1000 et des 100. Et puis, les salaires en librairie étant ce qu'ils sont, pour des salariés motivés qui souhaiteraient reprendre la librairie, c'est souvent assez compliqué d'arriver avec les fonds nécessaires. En sachant que le ticket d'entrée d'une librairie, ça tourne autour de 60 000, 80 000 euros et ça peut bien sûr monter beaucoup plus haut.
Donc, revenons aux propriétaires. Pour céder leur librairie, il y a une troisième option qui est en fait en ce moment la plus fréquente, qui est la reprise par des personnes extérieures. Souvent, ce sont des personnes en reconversion. Et là, il y a un vrai enjeu de formation, puisque ce sont des néolibraires, comme on les appelle. Moi, il y a une histoire de néolibraire que j'aime bien. C'est celle de Pierre Garrigue. Alors, Pierre Garrigue, il était directeur financier dans une entreprise de cosmétiques. Il avait envie de changer de vie professionnelle et il cherchait une librairie à reprendre dans cette ville, donc Saint-Malo, où il avait des attaches. Imaginez un petit peu, il se balade, il fait son repérage, il frappe à la porte d'une librairie, le porte-plume malouin, mais voilà, la librairie n'est pas à vendre. Qu'à cela ne tienne, il y va au culot et il se trouve que Patricia Martin, la propriétaire, se demande justement si elle ne va pas céder son commerce. Les deux s'entendent à merveille et tout s'enchaîne. Donc Pierre se forme pendant plusieurs mois, il est toujours directeur financier mais il vient tous les samedis à la librairie pour travailler, donc c'est un rythme très sportif, mais c'est toute cette période-là qui permet une transition en douceur et c'est une transition qui quelque part se poursuit encore aujourd'hui puisque Patricia habite au-dessus de la librairie. Donc elle passe volontiers en amitié et c'est vraiment un joli duo. Donc parfois, les planètes s'alignent, hein, comme avec cette histoire, et la rencontre a lieu. Et puis dans d'autres cas, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver la bonne personne qui va faire perdurer l'esprit d'un lieu. Je pense par exemple à la Contrebande à Toulon, qui est une librairie spécialisée en BD, jeunesse, critique sociale, qui a été créée il y a 17 ans par Paola Nini. Alors, je porte ça, je suis libraire depuis le début. J'ai créé la librairie avec d'autres personnes. On fait des expositions, des rencontres, on a fait des partenariats avec les médiathèques, on travaille avec des écoles, avec des associations. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses. Et donc, voilà, je suis fatiguée. C'est vrai que c'est une librairie qui lui ressemble beaucoup, qu'elle a créée avec tout son dynamisme, son engagement, ses goûts. Et donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est prêt à déployer autant d'énergie, qui s'aligne sur ses valeurs. D'ailleurs, elle recommande que ce soit non pas un, mais deux associés qui reprennent le flambeau. Vu toute l'activité qu'on a, moi j'ai 17 ans d'expérience, je n'y arrive plus. Donc une seule personne, peut-être sans la même expérience, va pas y arriver si elle veut continuer dans la même lignée. Et donc cette libraire qui est vraiment passionnée, elle explique bien que c'est nécessaire pour faire vivre aussi la bibliodiversité à Toulon. C'est une librairie qui propose vraiment une offre unique dans cette ville, puisqu'elle travaille avec des petites maisons d'édition, des auteurs, des autrices peu connues. Donc si elle disparaît, c'est toute cette offre-là qui disparaît. Dans tous les cas, une fois que le repreneur, la repreneuse se présente, il faut que cette personne trouve des financements pour racheter la librairie. Et là, ça se corse encore un petit peu plus. Heureusement, depuis les années 90, il y a des dispositifs d'aide à la reprise qui existent et qui sont jugés tout à fait opérationnels par les différentes personnes auxquelles j'ai pu parler. Et donc, il existe 3 niveaux d'aide principaux. Il y a le CNL, mais le CNL n'intervient qu'à partir de 200 000 € de chiffre d'affaires, donc ça ne concerne pas toutes les librairies. Ensuite, il y a l'ADELC, c'est l'Association pour le développement de la librairie de création, qui gère depuis 2008 un fonds dédié. Et enfin, il y a des aides en région qui se sont bien renforcées depuis 2014, sous l'impulsion du CNL notamment. Et dans certains cas, ces apports cumulés peuvent représenter jusqu'à 40% des financements à mobiliser. Donc, c'est pas négligeable. Ce que m'expliquait Guillaume Husson du syndicat de la librairie française, c'est que sans ces soutiens, l'essentiel des dossiers de reprise et de transmission de librairie ne se ferait tout simplement pas. Alors, quand on bute quand même sur le financement de la reprise, quelque part, l'union fait la force. Et c'est peut-être encore plus vrai depuis quelques années, avec des reprises collectives par les salariés sous forme de sociétés coopératives. Et ça, ce sont vraiment des scénarios qu'on voit de plus en plus. Ça peut être aussi par le montage d'une holding de reprise qui va reprendre progressivement les parts de la société. Dans certains cas encore, le propriétaire de la librairie propose même d'aider le futur repreneur financièrement. Alors c'est par exemple le cas de Jean-Claude Detex qui a repris le Talon d'Achille en 2014 à Montluçon et qui cherche à son tour à la céder avec la complicité de l'ancien propriétaire des lieux, Benoît de Peufeyou. Et ils sont tous les deux vraiment très investis. J'ai contacté Jean-Claude Detex qui m'a raconté l'appel lancé par l'ancien propriétaire sur les ondes de France Inter. Donc début décembre 2023, Benoît Villade de Peufeyou, qui est le créateur, j'aime bien ce mot créateur, c'est le créateur du Talon d'Achille, m'a appelé en me disant est-ce que je peux parler, il y a un carnet de campagne qui passe dans l'Allier, est-ce que je peux appeler et parler en ton nom, au nom de la librairie? J'ai dit mais vas-y Benoît, de toute façon on a le même idéal, c'est que la librairie elle perdure.
Donc lui, parce qu'il l'a créée, et moi, parce que je l'ai reprise et que j'étais heureux de la reprendre, et puis que là, j'ai envie de la transmettre. À Montluçon, si elle n'existe plus, il n'y a plus de librairie indépendante généraliste. C'est ce que je dis quand je reçois les gens. Moi, ce que j'ai envie, c'est de revenir dans la librairie pour acheter mes livres, parce que je compte pas quitter Montluçon. Donc, c'est vraiment d'aider la personne avec un accompagnement fort, s'il faut. Moi, je suis capable d'accompagner pendant 1 an, tous azimuts. On peut négocier la valeur et puis étendre le règlement. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Notre objectif, je le redis, c'est de faire perdurer la librairie. Alors, ce que ça montre tout ça, ce déploiement d'énergie assez extraordinaire, c'est qu'on a à la fois des vocations qui se créent et qui continuent de se créer et des tensions autour du financement avec en réponse des élans collectifs et des coups de main parfois assez exceptionnels. Pour les années qui viennent, ce qui est à surveiller, c'est l'embouteillage potentiel que l'on peut anticiper en raison justement des très nombreuses librairies créées ces dernières années. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il faut entre 2, 3, voire 5 ans pour réussir une session. Donc, pour conclure, en matière de reprise et de transmission de librairie, qui va piano va sano, ou en français dans le texte, qui va doucement va sainement. L'enquête de Swen Léger et Cécilia Lacour intitulée Transmissions accomplies est à découvrir dans le numéro de mars de Livre Hebdo. Les voix du livre en chemin. Nous sommes fin janvier 2024. Je suis à Marseille, sur une petite placette avec une fontaine, place Valère Bernard, du nom d'un peintre marseillais. Et je m'apprête à rencontrer Mélanie et Elisabeth, qui ont fondé la librairie Mazette, dans le 6e arrondissement de Marseille. Bonjour. Alors, nous sommes à la librairie Mazette, fondée par vous deux, Mélanie et Elisabeth. Elisabeth a peu de temps avec nous. On va vous entendre toutes les deux. Vous allez nous raconter un petit peu la création de cette librairie. Comment ça s'est passé au tout début? Alors, avant même la création de la librairie, on travaillait ensemble, Mélanie et moi. Et le vendredi, on allait courir. Tous les vendredis, on faisait notre petit jogging et on réfléchissait. On travaillait alors dans la communication et on réfléchissait à quel projet nous semblait avoir du sens pour le futur. Et petit à petit, au fil des discussions sur la transmission, sur prendre le temps, sur le livre, voilà, un certain rapport au plaisir de lire, on en est arrivé à ce projet de création de librairie. Donc vous connaissiez bien l'une l'autre, vous connaissiez bien le fait de créer des projets. Par contre, vous ne connaissiez pas du tout l'univers du livre. Non, pas du tout. C'était l'idée de se concentrer sur le livre. C'est un point qu'on a abordé toutes les deux justement dans nos séances de jogging, dont parlait Elisabeth. Mais finalement, avec des prismes différents. Elisabeth en tant que maman, mais qui faisait aussi de l'accompagnement de jeunes enfants dans une école dans le 18e à Paris. Et puis moi, c'est plus pour des raisons liées à mon enfance et la façon dont j'ai grandi, dont j'ai été accompagnée. En fait, voilà, peut-être le livre m'avait moins manqué plus dans mon enfance, dans l'accompagnement que j'avais eu et que voilà, j'avais cette soif et d'apprendre et de partager très rapidement. En fait, c'est plus une revanche. Et alors, quels ont été les premiers jalons à poser? Déjà se former, puisque c'était une reconversion professionnelle pour nous deux. Donc oui, on a commencé par la formation. On savait que la librairie serait à Marseille, donc il fallait trouver aussi le local adéquat. On avait une expression quand on travaillait sur le projet que Mélanie aimait beaucoup répéter, c'était lieu de vie, lieu de lien. C'est une librairie de quartier avant tout, mais on avait envie que ce soit un lieu vivant, un lieu où ce soit facile de rentrer. Et à Marseille, rien de mieux qu'une librairie pour créer de la discussion, brasser des profils différents. Là, il y a plein d'enfants qui nous entourent, là. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est particulièrement aujourd'hui? Non, ça fait partie de nos fiertés, je pense, d'être une librairie dans laquelle les enfants se sentent bien. Ils ont bien identifié que l'espace du fond était leur endroit. Tu veux dire un petit mot dans le micro? Oui, en fait, on a vraiment la notion de lieu de vie, lieu de lien, elle était importante pour tous les âges. Là, on est assise dans un petit espace, vraiment on dirait un petit espace détente. Est-ce que les gens se mettent ici pour lire? Complètement, les gens s'installent ici, soit pour lire, ils posent leurs affaires sur les fauteuils, ils prennent un livre, ils feuillettent, parfois ils s'assiedent par terre, ils vadrouillent, ils se mettent accroupis, debout. Enfin, ça bouge beaucoup dans cette librairie et puis on a la chance d'avoir une terrasse extérieure.
Donc il y a aussi des allées-venues, on achète un livre, on va bouquiner une demi-heure, on se retrouve juste pour prendre un café. Parfois les parents s'installent dans l'espace du fond, on a un petit gradin pour les enfants, ils s'installent, ils lisent des livres à leurs enfants. Enfin voilà, tout ça, ça nous procure un immense plaisir. Elisabeth doit nous quitter. Merci Elisabeth. Au revoir. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu ? Oui, bien sûr. Elisabeth a dû nous laisser pour aller chercher ses enfants, mais ça représente bien notre façon de fonctionner depuis le début, en ayant justement une organisation assez adaptable en fait, en fonction de nos problématiques aussi personnelles. On a testé plein de choses en termes d'organisation, et l'idée c'est chacune fait 2 journées pleines à la librairie et des journées un peu plus courtes qui permettent d'avancer aussi sur le travail administratif à côté. Et le samedi, on se relaie dans la journée. On fait chacune en gros une demi-journée. Voilà. D'accord. Donc ça c'est l'organisation sur laquelle vous vous êtes fixée. Sur laquelle on s'est fixé, oui, après 2 ans de tests. Pour le moment, on est comme ça. Donc c'était un vrai enjeu pour vous. Ah oui, c'est un gros enjeu, quoi. Oui, carrément. L'idée, c'est de s'inscrire sur la durée, de ne pas s'épuiser et de garder la bonne humeur et avoir un équilibre vie de la librairie et vie personnelle, c'est hyper important. Alors, pour répondre à plusieurs enjeux que vous aviez, aussi bien écologiques que de prix des livres, vous avez décidé de vous lancer l'année dernière dans un projet de braderie récurrente, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Mélanie ? Oui. Donc en effet, on a lancé une braderie, la première en avril 2023, on en a fait une autre en septembre et l'idée c'est d'en faire au moins 2 par an. La braderie, c'était un projet déjà qui était important pour nous dans la possibilité de rendre toujours le livre plus accessible dans le quartier et puis répondre à des enjeux écologiques de seconde main, de faire vivre le livre le plus longtemps possible. C'est un principe assez simple qu'on a mis en place. Les gens nous ramènent des livres qu'ils ont chez eux avec des critères qu'on a définis. C'est nous qui fixons les prix de la revente et puis on gère sur toute une journée, tout un samedi, on gère un stand de braderie à l'extérieur sur notre terrasse. Et puis après, les clients qui ont vendu des livres récupèrent un bon d'achat pour réutiliser sur du livre à la librairie. Donc c'est assez circulaire et c'est vrai qu'on sent que les gens apprécient aussi d'avoir cette initiative dans le quartier. Vous avez vu en venant, c'est un quartier assez pentu, très sportif, donc quand on y est, on aime bien trouver tous les services à portée de jambes et non pas à portée de main. Pour ce podcast, nous proposons en partenariat avec les éditions Duno un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Mélanie qui a entre les mains le livre La boîte à outils du libraire de Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Millois. Et vous avez choisi, Mélanie, le chapitre Gestion quotidienne de la librairie. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce chapitre ? En fait, la gestion quotidienne de la librairie, c'est plein de facteurs clés de succès pour une librairie. Ça parle de rotation, ça parle de retour. C'est les éléments qui vont faire que l'entreprise va pouvoir s'inscrire dans la durée. Nous, en tant que jeune librairie, en plus en reconversion professionnelle, c'est des choses qu'on a vues rapidement en formation. On a regardé le plus possible depuis notre ouverture, mais c'est vrai qu'on s'est plus concentré sur la création de notre clientèle, la fidélisation, ce genre de choses. Et aujourd'hui, la 3e année, on a envie de rentrer beaucoup plus en détail. Par exemple, là, on est en janvier, c'est un temps fort pour les retours après les fêtes. C'est vrai que de pouvoir reprendre cette boîte à outils pour bien regarder dans notre logiciel quels sont les 3 types de stocks qu'on a, les stocks qui ont le plus de rotation et donc de pouvoir nous aider dans le choix pour nos retours, pour être, on va dire, moins dans l'affectif, mais beaucoup plus dans du concret et dire, en fait, ce livre, je l'ai depuis trop longtemps, je ne le vends pas et j'arrête. Ça vous arrive parfois d'avoir des livres auxquels vous êtes attachés et dont vous ne voulez pas vous séparer, même s'ils ne se vendent pas ? Oui, c'est le risque de beaucoup de libraires, de dire en fait celui-là je l'aime beaucoup. Il y a bien un moment où il va trouver son public, mais ça aide de revenir sur des choses un peu basiques et froides, si je peux dire. Et à un moment, il faut trancher. Merci aux éditions Duno pour leur participation à notre capsule de transmission des savoirs. Mélanie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre librairie Mazette pour la suite, pour les années, les mois qui viennent ?
Alors Mazette, pour nous, c'est l'enthousiasme. C'est une exclamation positive, c'est une marque d'enthousiasme. Et donc, je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de l'enthousiasme, garder cette joie de venir tous les matins, de partager des pépites avec nos clients et puis de partager l'amour de la lecture et des livres avec tous ceux qui passent le pas de la porte. On vous souhaite tout ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Les voix du livre en haut de la pile. C'est la 3e partie de ce podcast, la rubrique En haut de la pile. Je suis entourée de 3 journalistes de Livre Hebdo qui aujourd'hui vont décrire le paysage éditorial du printemps 2024. Pauline Gabinari, Alexandre Mouawad et Éric Dupuis vont parler non seulement de leur coup de cœur du mois de mars, mais aussi du point de vue que ces livres offrent sur l'horizon littéraire actuel. Avant de décrire l'horizon, il faut en calculer la distance. Éric, quel est le chiffre du mois ? Eh bien, le chiffre du mois, Lorraine, c'est 63 565. C'est le nombre de titres produits en France en 2023. Ça paraît beaucoup, mais c'est quand même près de 6% de moins qu'en 2022. Et il faut remonter hors 2020 à 2007 pour retrouver ce niveau de production. Alors on s'y attendait à cette baisse de production de titres. Elle est liée à pas mal de facteurs. L'inflation évidemment, la flambée des prix du carton, du papier, de l'énergie qui est montée sans discontinuer jusqu'à l'été dernier. Cela s'est stabilisé depuis. Et cela fait donc environ 2 ans maintenant qu'un livre coûte en moyenne 30% de plus à produire. Et il est difficile pour les éditeurs de répercuter cette hausse de prix à la vente. En moyenne, donc, le prix a augmenté en parallèle de seulement 5% pour se rendre compte. Donc la marge des producteurs de livres se réduit et ces derniers resserrent leur production pour mieux la maîtriser. Mais alors, est-ce que cette baisse va se poursuivre ? Il semblerait que oui, Lorraine. D'abord parce qu'elle n'est en fait pas si nouvelle que ça. Depuis le milieu des années 2010, on était sur un plateau autour de 68 000 titres produits. Tout ça jusqu'en 2019. Mais un plateau artificiel, car dans ce même temps, la production de manga amplifiée avec une croissance à 2 chiffres chaque année. C'est toujours le cas en 2023. Ce segment a augmenté sa production de plus de 16% et c'est bien le seul. Or, on note pour la première fois une diminution des ventes de manga dans cette même année 2023. Alors la vague japonaise est donc en train de retomber tranquillement. On devrait ainsi rejoindre les autres segments qui sont en baisse. À noter quand même celui de la littérature générale. Il a stagné en 2023. Il n'est pas loin de son record de production de 2021, presque 11 000 titres. C'est grâce à la New Romance, une vague qui a démarré il n'y a pas longtemps. Mais cette vague de New Romance ne devrait pas être autant que celle du manga. On pourrait donc s'attendre encore en 2024 à une diminution de titres. Reste à savoir dans quelle proportion. Merci Éric. Pauline, on passe au livre. Tu ne nous parles pas de New Romance, mais d'une enquête sur l'édition et les médias. Oui, tout à fait. Je reviens encore une fois-ci avec un bouquin de chez Divergence, mais bon, ils sont tellement forts qu'on ne peut pas trop passer à côté. On l'avait déjà adoré, ou plutôt détesté, car il avait exploré le pouls, ma foi, assez faible des médias en France dans Main basse sur l'information, et ça nous avait mis en colère. Laurent Mauduit revient cette fois-ci avec un ouvrage quasi manifeste politique. Ça s'appelle « Vous ne me trouverez pas sur Amazon ». Dedans, vous l'aurez deviné, on parle d'Amazon, mais aussi plus largement de la façon dont les géants du numérique pèsent sur la liberté de l'information et la liberté d'opinion. Et ça met encore une fois toujours en colère. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait même inventer une sorte de tampon Laurent Mauduit qu'on apposerait comme ça, pof, sur les livres, à la fois didactiques, fouillés et bien engagés, qu'on ne peut pas quitter une fois commencé. Car moi, j'ai pas pu le quitter ce livre, j'ai lu de A à Z comme ça, d'une traite. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un point qui me semble être une bonne piqûre de rappel en ces temps propices aux mastodontes culturels et médiatiques et que Laurent Mauduit aborde dans son ouvrage. Il s'agit de la bataille d'Amazon contre la loi du prix unique du livre. Au début des années 2000, Amazon commence son offensif en la basant sur ce que l'on appelle une stratégie de dumping, c'est-à-dire proposer des produits à des coûts inférieurs à ceux du marché. Comment ? Eh bien, grâce aux frais de port.
Et c'est sur cette faille que l'entreprise, alors pardon pour l'expression, mais c'est vrai, va se faire un fric monumental, ou autrement dit, à réussir quasiment à annihiler toute concurrence dans le domaine de la vente et de l'envoi par Internet. La bataille est vraiment rude, quasi épique. Elle passe par plusieurs mesures de l'État et des réponses, ma foi, bien goguenardes de la part d'Amazon pour qu'en 2021, l'entreprise capte ni plus ni moins 11% du marché du livre. Face à ça, Laure Darcos, sénatrice de l'époque, fait passer la même année une loi imposant un prix plancher. Et je crois bien que c'est là que ce bouquin m'a un petit peu remis les idées en place, car l'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement. Des sortes de mercenaires, on va les appeler comme ça, vont entrer dans l'arène et vont complètement vider la loi, pourtant salvatrice, il faut le dire, de sa substance. Il s'agit de l'ARCEP, une autorité administrative et dont la mission est de fixer ce fameux prix plancher. Laurent Mauduit nous explique que ce sera 3 € pour les envois d'une valeur maximale de 35 € et 1 centime pour ceux qui dépassent les 35 €. Que dire de plus ? Bon, je vous laisse faire vos calculs et comprendre ce que ça signifie pour les libraires indépendants. Alexandre, peut-être une réaction ? Oui, c'est une réaction, c'est un lien amusant entre ce que disait Eric et ce que dit Pauline, c'est que l'augmentation du coût du papier, c'est justement Johan Badour des éditions Divergence qui m'avait raconté ça, que c'était en partie à cause d'Amazon et de tous les cartons que nécessitaient l'énorme quantité d'envois qu'a dû faire Amazon pendant le confinement. Ok. Voilà. Alexandre, la parole est à toi. Tu nous parles d'un beau livre sur un sujet ancien mais brûlant. On t'écoute. Ancien pour le moins. Comme l'indique le sous-titre de cet ouvrage, de l'Antiquité à l'intelligence artificielle, c'est une brève histoire du droit d'auteur dont je vais vous parler. Un très bel ouvrage, donc très bien écrit, mis en page par ABM Studio de façon forte, élégante et déconstruite à la fois, et doté d'une iconographie très riche. Il est signé par Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert. Il est paru opportunément le 31 janvier dernier aux éditions Flammarion avec le soutien de l'ADACP, une société française de perception et de répartition des droits d'auteur, comme l'indiquent les internets. Un livre qui ne coûte que 25 €, alors qu'il est à la fois un beau livre et un très beau travail de synthèse autour de cette question brûlante. Si je dis qu'il est paru opportunément, c'est qu'une nouvelle page est en train de se tourner dans les luttes que cristallise cette notion, le droit d'auteur. Une notion qui, comme le montre très bien le dit ouvrage, se retrouve au confluent d'intérêts divers et variés. Ceux du créateur en premier lieu, bien entendu, mais aussi ceux de la monarchie dans un premier temps, puis de l'État, qui entendent réguler la diffusion des écrits, c'est-à-dire censurés au besoin, en particulier dans les périodes fragiles ou autour de questions particulièrement sensibles. Les intérêts du diffuseur ensuite, le diffuseur, c'est-à-dire d'abord l'imprimeur, puis le libraire-éditeur et aujourd'hui l'éditeur, qui doit d'un côté défendre les intérêts qu'il partage avec le créateur, dont il doit interdire la contrefaçon de l'œuvre et avec lequel il doit préserver la propriété intellectuelle le plus longtemps possible, si vous voyez ce que je veux dire, mais l'éditeur qui doit aussi défendre ses intérêts face à l'auteur en quelque sorte, notamment dans la répartition des revenus générés par l'œuvre. Par un drôle de hasard, il se trouve que l'ouvrage dont je vous parle, qui retrace ce long combat pour le droit d'auteur, est sorti la veille d'une étude commandée par le Syndicat national de l'édition, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur le partage de la valeur entre les auteurs et l'éditeur. L'étude, parue opportunément elle aussi, alors que la Commission européenne est en train de statuer sur une amélioration ou non du statut des créateurs, fait valoir que 25% du chiffre d'affaires d'une maison d'édition revient aux auteurs, contre seulement 18% à l'éditeur, une fois ses coûts directs assumés. Des chiffres qui ont fait bondir, par exemple, la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, déjà très engagée suite aux discussions suscitées à la Commission européenne. Alors que l'intelligence artificielle générative prend du poil de la bête et que des organisations d'auteurs demandent à la ministre de la Culture de légiférer face à celle-ci, gageons que, alors que les robots s'en mêlent, le droit d'auteur n'a pas fini de faire parler de lui. Pauline, tu voulais peut-être réagir sur l'intelligence artificielle dont tu as parlé dans un des épisodes. Oui, tout à fait, ça me faisait penser à ça et ça prouve aussi un petit peu l'actualité vraiment intéressante de ce bouquin. Pour revenir à une actu intelligence artificielle, l'IA Act, on le sait, est presque passé, il reste juste le vote au Parlement. Et encore une fois, sur quoi se cristallise l'une des principales problématiques, c'est sur tout ce que nécessite le respect du droit d'auteur. Donc, comme dit Alexandre, un droit qu'il faut faire respecter, mais qui n'est pas forcément évident à faire respecter par tous et par toutes. Merci. Alors Pauline, je rappelle le titre dont tu nous as parlé. Vous ne me trouverez pas sur Amazon, de Laurent Mauduit, c'est aux éditions Divergence. Et Alexandre, tu nous as parlé de Une brève histoire du droit d'auteur, de l'Antiquité à l'intelligence artificielle, de Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert, c'est aux éditions Flammarion.
Éric, c'est à toi. Tu nous parles d'un témoignage qui est le premier du genre, mais qui risque de ne pas être le seul. Oui, tout à fait. C'est Croire en la vie de Laura Blajman-Kadar. C'est avec Dominique Rouche et ça paraît aux éditions Robert Laffont le 21 mars. Alors pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Eh bien parce que c'est le premier témoignage de rescapé de l'attaque du Hamas en Israël qui paraît moins de 6 mois après les faits. Laura Blajman-Kadar, c'est une franco-israélienne de 35 ans. C'est une passionnée de festivals de musique. Avec son mari, elle parcourt la planète pour danser dans ses rendez-vous joyeux. Et ce samedi-là du 7 octobre, elle s'est réfugiée dans sa caravane pour échapper à l'horreur. La jeune femme s'exprime bien. Elle est passée dans plusieurs médias les jours suivant l'attaque. Elle a passé 7 ans aussi dans l'armée israélienne. C'est peut-être cela qui lui a permis de tenir alors qu'autour d'elle, les soldats du Hamas continuaient de tirer en l'air sur des festivaliers et ont même tenté de pénétrer dans la caravane. Qu'est-ce qui lui a permis de tenir et qu'est-ce qu'il reste de ces 6 heures cloîtrées dans un espace de 2 mètres par 5, eh bien, c'est ce qu'elle raconte avec l'aide donc de Dominique Rouche, plume notamment du sportif Olivier Giroud, dans ce livre qui se veut un message d'espoir et de paix. Depuis janvier, il y a eu des chroniques d'éditorialistes sur le sujet, des ouvrages de journalistes de terrain qui ont couvert les suites de l'attaque et la reprise du conflit qui en découle. On attend à date pas moins de 15 titres sur ce thème d'ici mai. Si la journée du 7 octobre a fait 1160 victimes, faut le rappeler, depuis ce sont près de 30 000 décès comptabilisés en majorité civile dans la bande de Gaza. Alors c'est une histoire terrible à documenter et l'enjeu des éditeurs en France et à l'international est important pour offrir une couverture complète, donner de la matière à réflexion sur ce conflit d'une complexité hors norme. On se réjouit donc de ce témoignage, mais on se réjouit aussi de la nouvelle édition du nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Papé aux éditions La Fabrique. C'est 17 ans après sa première publication chez Fayard et il faut qu'il y ait plus de témoignages des deux côtés de l'histoire. C'est important. Merci. Éric, le titre dont tu nous as parlé, est-ce que tu peux nous le rappeler ? C'est Croire en la vie de Laura Blajman-Kadar et ça paraît aux éditions Robert Laffont le 21 mars. Merci. Pour ma part, j'aimerais vous parler de 2 recueils de poésie qui sortent au Castor Astral, signés Rime Batal. L'eau du bain, c'est la réédition de l'un de ses livres les plus salués, paru la première fois chez Supernova en 2019, et une nouveauté, X et Excès, un recueil poétique sur le porno, galvanisant et émouvant à la fois. Rime Batal, on a entendu ce nom récemment parce qu'elle a été l'une des voix actives pour protester contre la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes, qui a lieu du 9 au 25 mars à Paris. Je rappelle rapidement les faits. Le 18 janvier dernier, une tribune circule signée par 2000 personnes, acteurs et actrices de la scène culturelle française, qui rejettent unanimement ce parrainage parce qu'ils estiment que Sylvain Tesson est une icône réactionnaire. Il y a tout un débat, surtout centré autour de l'œuvre de Sylvain Tesson, mais on a très peu parlé de la génération de poètes et de poétesses qui demandent justement à être plus visibles dans une manifestation nationale et internationale comme le Printemps des Poètes. Cette génération, elle renouvelle les pratiques poétiques, d'abord en renouvelant les lieux de création, les réseaux sociaux, tout comme d'ailleurs les scènes ouvertes, les bars, où des collectifs se multiplient et organisent des performances. Il y a par exemple le Mange tes mots, le Crachoir, le Bordel de la poésie, qui est un lieu où les artistes font des passes poétiques en tête-à-tête avec le public. J'en arrive à Rime Batal, qui est vraiment une représentante éloquente de cette vitalité poétique, et je vous conseille de dévorer toute son œuvre. L'eau du bain d'abord, qui est un journal de bord poétique de la maternité. Mais attention, poétique ne veut pas dire qu'il se lit lentement, qu'il transforme les femmes en muses ou en nature morte. C'est tout le contraire. Ça se crie, ça se chante, ça se rappe, ça célèbre la vie, les corps, et ça fait exploser les figures actuelles de la maternité. Et on a un petit nouveau, donc un nouveau recueil qui personnellement m'a bouleversée, X et Excès, qui parle de porno sur Internet, mais vu à travers les yeux d'une femme. Là aussi, c'est un retournement du monde, du corps, de la langue. Chaque poème est une capture d'écran du monde pornographique tel qu'il existe aujourd'hui. Et au sein du poème, au sein de l'image, les corps tremblent. On entend les femmes, leur tempête intérieure, parfois leur colère, leur ennui, ou au contraire, ce qu'elles retrouvent de leur désir à elles. On referme ce livre en se disant que la lutte politique peut féconder un nouveau désir et même réconcilier les êtres et les amener à jouir ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles passes
littéraires et poétiques pour ce mois qui est la saison des amours. Et on se retrouve au mois d'avril. Merci à tous les trois. Merci. Merci à toi. Merci aussi à Noah, notre jeune stagiaire de seconde, pour cette écoute active qui deviendra peut-être même un making-of. Merci Noah. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!